Êtes-vous vraiment notre enfant? Mon père soupire en regardant mon bulletin. Ayant grandi dans une famille de médecins, j'ai toujours pensé que suivre cette voie était la chose naturelle à faire pour moi, alors j'étudie dur depuis que je suis enfant, et mes notes ont toujours été les meilleures de ma classe. Mais pour mon père, médecin lui-même, ce n'est apparemment pas suffisant. Il dit que cela doit être au niveau national, sinon cela ne compte pas. En entendant cela encore et encore, j'ai progressivement appris à mépriser la profession de médecin. Je m'appelle Émilie, mes deux parents sont médecins, tout comme mes proches. J'ai une sœur aînée, et mes parents ont toujours supposé que ma sœur et moi irions naturellement dans le domaine médical. Ma sœur Jessica a toujours été exceptionnelle et a été la préférée de nos parents. Tout le monde pensait que Jessica deviendrait médecin, et elle l'est devenue sans aucun revers. Je pense que c'est impressionnant. Mais Jessica obtenait toujours ce qu'elle voulait, et elle était louée, même pour les plus petites choses. Elle était si gâtée que j'en étais envieuse. On me comparait toujours à Jessica, et on me disait toujours que je n'étais pas assez bonne. Même si Jessica a 5 ans de plus que moi, le fait que je ne puisse pas faire ce que Jessica pouvait faire a été traité comme un échec de ma part, alors que cela aurait dû être attendu. Peu à peu, mes parents ont cessé de se soucier de moi. Quand Jessica était stressée par ses études, elle m'insultait verbalement, et parfois elle levait même la main en colère contre moi. Mais je ne l'ai jamais dit à personne, sachant que mes parents ne me croiraient pas. Je suis allée dans une école préparatoire à l'université, mais je n'ai pas l'intention d'aller à l'université. Après des violences verbales constantes, j'ai quitté la maison. Je travaillais déjà à temps partiel, je planifiais cela. Et j'avais assez d'argent pour m'en sortir, pour l'instant. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai trouvé un emploi dans un hôtel dans une zone touristique, et ils m'ont accueilli. J'avais besoin du consentement de mes parents parce que j'étais encore mineure, mais ils ont écrit le formulaire de consentement sans un mot. Ils voulaient probablement juste que je parte, l'échec que j'étais, le plus tôt possible. Je n'avais pas contacté ma famille depuis plus de 6 mois depuis mon départ de la maison, et je n'avais pas eu de nouvelles d'eux non plus. Mais à l'approche de la fin de l'année, j'ai reçu un appel de papa. Rentrez à la maison pour la célébration du Nouvel An. Les parents se rassemblent et vous serez l'hôte. Papa a dit exactement cela et a raccroché sans attendre ma réponse. À la maison, c'est une tradition pour les parents de se réunir pour un festin chaque Nouvel An. Comme les parents sont tous médecins, cela a toujours été une expérience douloureuse pour moi. Et bien sûr, je finis toujours par faire les petits boulots. Je suis responsable de tout, du nettoyage de la veille à la préparation de la nourriture, des boissons, des bains et des futons pour les parents qui restent. Maman me donne juste des instructions, et Jessica, bien sûr, m'ignore complètement. Je me suis demandé pourquoi ce devait être moi, mais je me sentais coupable de ne pas poursuivre une carrière médicale, et c'était plus facile de l'accepter. Je pensais que je ne serais pas appelée parce que j'avais quitté la maison, mais papa m'a contactée, alors j'ai décidé de rentrer chez moi pour une journée. Mon travail à l'hôtel était, bien sûr, dans sa saison chargée. Je ne pouvais pas faire une longue pause. J'avais prévu de rentrer chez moi et de partir rapidement, en utilisant mon travail comme excuse. Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, papa m'a crié dessus, « Tu es en retard. Tout le monde arrive bientôt. Pourquoi n'êtes-vous pas revenu hier ?» Mais je suis occupée au travail à cette période de l'année, alors c'était difficile de prendre ne serait-ce qu'un jour de congé. Arrêtez de trouver des excuses. Dépêchez-vous et préparez-vous. Il ne m'écoutait pas du tout, soupirant que j'entrais dans la maison où maman attendait. Il n'y avait aucun sentiment de soulagement en rentrant à la maison. Je nettoyais, cuisinais et préparais des boissons, comme maman me l'avait dit. Alors que les parents se rassemblaient et que la fête commençait, j'étais hors de la boucle, comme d'habitude, mais c'était plus confortable pour moi. Des plaintes sur l'hôpital, ou des commérages sur les patients, ce n'était rien d'autre que de dire du mal des autres. Je pensais même que devenir médecin faisait dire du mal de quelqu'un. Pour moi, ce n'était pas du tout un espace amusant. Mais Jessica semblait aimer se mêler, regarder les autres médecins et patients, se moquer d'eux. Alors que je portais des boissons, Christopher s'est approché de moi. « Alors, Émilie, être médecin était impossible pour toi, hein ?» Il a dit avec un sourire en coin, et je me suis sentie dégoûtée. Je voulais dire que je n'avais pas échoué à devenir médecin, je ne voulais tout simplement pas. Je ne veux pas être quelqu'un qui ne peut pas vivre sans rabaisser les autres comme toi. J'ai avalé les mots qui ont failli sortir, car cela ne ferait que drainer mon énergie de les dire.
La nuit est venue et j'ai fui la maison familiale. Mes parents se plaignaient de la façon dont le ménage serait fait, de qui recevrait demain, mais je m'en fichais. Je dois travailler tôt demain. Sans même apporter de vêtements de rechange, j'ai juste dit ça et je suis rapidement montée dans le bus pour rentrer chez moi. Ce fut le seul contact de ma famille pendant 1 an. Quand c'est arrivé, j'ai pensé, plus jamais. Chaque année, je prenais un jour de congé, je rentrais chez moi et je revenais immédiatement. Ce n'est pas que je ne trouvais pas cela gênant, mais ce n'était qu'1 jour par an. J'ai vécu à la maison jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme d'études secondaires, ils ont même payé mes études préparatoires à l'université, même si je n'allais pas à l'université. Alors je me suis dit que ça ne ferait pas de mal de montrer mon visage à la maison. 7 ans se sont écoulés depuis, et j'ai maintenant 25 ans. Je rends encore visite à la maison 1 fois par an, inchangé. C'est à nouveau cette période de l'année. Je devrais bientôt avoir des nouvelles de papa. Juste au moment où je commençais à penser cela, le téléphone a sonné. J'ai supposé que c'était papa, mais quand j'ai regardé l'écran, un nom inattendu s'est affiché. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Jessica ? Je ne reçois presque jamais d'appel de Jessica. J'ai décroché le téléphone avec peur, pensant que quelque chose avait pu arriver à mes parents, mais contrairement à mes craintes, Jessica était de bonne humeur. Et, vous connaissez le jeune PDG de votre lieu de travail ? Il est passé beaucoup à la télévision ces derniers temps, n'est-ce pas ? Dit-elle d'une voix excitée. Cette attitude de Jessica était une première. J'étais confus et un peu effrayé. Il a ouvert quelques nouveaux hôtels, il a donc eu plus d'occasion d'être à la télévision. En disant cela, Jessica a répondu joyeusement. Présentez-moi à lui. Je suis tombée amoureuse de lui quand je l'ai vu à la télévision l'autre jour. De plus, c'est un jeune maître, non ? Je pense qu'il me conviendrait. J'étais à court de mots, de penser qu'elle me contacterait pour quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire par me convenir ? Le gentil Alexander et Jessica, qui aiment regarder les autres de haut, ne s'accorderaient jamais. Alors que je n'avais plus de mots, Jessica a poursuivi la conversation. Oui, je vois. Vous, un humble travailleur, n'auriez pas la chance d'être proche du PDG. Peut-être que vous ne l'avez même jamais rencontré. Même si vous l'aviez fait, une femme ordinaire comme vous ne resterait pas dans sa mémoire. Même si je n'ai pas répondu, Jessica a continué à parler, se satisfaisant. J'ai essayé de l'interrompre, mais l'élan de Jessica était imparable. C'est juste. Savez-vous quand le PDG viendra chez vous ? Je resterai ce jour-là. Si je peux le rencontrer face à face, il est à moi. Il ne résistera pas à une beauté comme moi. Alors, faites une réservation et faites-le moi savoir. Bien sûr, comme je fais tout mon possible pour rester, vous devrez couvrir les frais d'hébergement. J'étais sans voix. Mais Jessica, n'avez-vous pas arrangé des rendez-vous pour le mariage ? Dans notre famille, il est de coutume d'être marié à 30 ans, et beaucoup passent par des réunions arrangées. Je pensais que Jessica l'avait déjà fait. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Des réunions arrangées ? Il n'y a personne de décent. L'autre jour, c'était un gars de 35 ans. Présentez-moi à quelqu'un qui me correspond. J'ai été découragée en entendant cela. Ainsi, Jessica regarde Eve et ses partenaires de rendez-vous arrangés. Cela ne signifie pas que je dois la présenter à Alexander. Je lui ai dit que c'était impossible et j'ai raccroché. 1 mois plus tard, le jour de l'an, je suis rentrée chez moi pour une seule journée. J'avais prévu de recevoir mes proches comme d'habitude, puis de partir rapidement. Mais cette année, mes proches ont été inhabituellement intrusifs. Vous travaillez dans un hôtel, n'est-ce pas, Émilie ? Je ne peux pas croire que vous puissiez garder un travail aussi bas de gamme. Christopher a dit, suivi de maman, en disant, en effet. Nous sommes impressionnés que vous puissiez faire un travail qui n'est pas aussi essentiel que le nôtre. Même papa est intervenu, je suis content que tu aies quitté la maison plus tôt. Maintenant, je n'ai plus besoin d'entendre les voisins dire ce que vous faites. Je suis désolée d'être si embarrassée. Je savais qu'il ressentait cela, mais entendre tout cela d'un coup était vraiment triste. Alors que j'étais découragée, Jessica a dit en riant, « Tu n'as aucune qualité rédemptrice, alors tu seras seule pour toujours, n'est-ce pas ? Que ferez-vous » Ces mots ont fait disparaître ma tristesse. Je voulais le lui rendre tout de suite.
J'avais enfin libéré les émotions que je retenais contre Jessica. Jessica, tu as 30 ans, n'est-ce pas? Tu as 5 ans de plus que moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Si vous continuez à avoir des attentes aussi élevées, vous serez laissé pour compte. J'ai laissé échapper ces mots, et papa était furieux. Comment osez-vous dire cela de Jessica? Excusez-vous, maintenant. Mes parents ont toujours été du côté de Jessica. Jessica était leur seule chérie. Si c'est le cas, j'aimerais qu'ils vivent comme une famille de 3, pour toujours. J'ai soupiré, ignorant la rage de papa. Cela semblait rendre papa encore plus en colère. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Selon vous, qui vous a élevé jusqu'ici? Maman hochait la tête à côté de papa. Les parents étaient les mêmes. C'était le consensus de tous les parents. J'en avais complètement marre de cette pensée. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, papa a crié. Toi, un raté comme toi, tu es une honte pour notre famille. Sortez, maintenant. L'expression de son visage se moquait clairement de moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la bouche. Je ne viendrai plus ici après cette année. J'ai dit cela, j'ai ramassé mes affaires et je me suis dirigée vers l'entrée. Merci pour tout, jusqu'à présent. Puis j'ai entendu le bruit d'une voiture dehors. Quand j'ai ouvert la porte avec mes chaussures, une voiture de luxe était garée là. Mes parents et Jessica avaient remarqué le bruit de la voiture et sont sortis. Un homme se levait du siège du conducteur. Jessica a été la première à reconnaître la personne. Vous, président? C'était Alexander, le président de mon entreprise, la personne que Jessica m'avait demandé de présenter auparavant. Alexander s'inclina et commença à marcher vers l'entrée. Jessica a dit avec enthousiasme, « Émilie, se pourrait-il que vous ?» Il semblait qu'elle voulait dire, « Allez-vous le présenter ?» J'ai ri. Désolé de vous faire attendre, je venais de partir. J'ai dit à Alexandre, et il a souri aussi. J'ai pensé qu'il était temps, alors je suis venue te chercher. Notre conversation a laissé mes parents et Jessica dans un état de choc. Derrière eux, je pouvais voir les visages des parents qui étaient venus voir ce qui se passait. Papa regardait Alexander, abasourdi. Alexander s'est approché de papa. Je me suis excusée pour mon salut tardif. Après cela, je me suis penchée près d'Alexander et j'ai dit, « C'est mon fiancé, nous nous marions le mois prochain. » Hein? Était-ce la voix de Jessica, la voix de mes parents, ou les deux? J'ai dit en riant. Mais je n'ai pas l'intention de vous inviter au mariage. Je n'ai pas d'attachement persistant à cette maison, donc je ne pense pas que j'y reviendrai. Il semble que ce n'était pas l'endroit où je devais retourner, après tout. Après qu'Alexander m'ait demandé en mariage, il a dit qu'il voulait saluer mes parents, alors j'ai expliqué ma situation jusqu'à présent. Tout le monde a remarqué le problème dans ma famille en raison de ma réticence à rentrer chez moi, et ils ont compris une fois qu'ils ont entendu parler de la mauvaise réputation de l'hôpital. Jessica en avait parlé aussi, alors Alexander a décidé de venir me chercher. Ignorant ma famille abasourdie, j'ai continué. En parlant de cela, il y a un nouvel hôtel qui ouvre près de l'hôpital de papa, je suis impliquée dans le projet, et quand je faisais des recherches locales, j'ai découvert que la maison de papa a été impliquée dans de multiples fautes médicales et scandales. C'est vrai? Le visage de papa changea de couleur à cela. Tu n'es pas impliqué dans ça, n'est-ce pas, papa? La population locale a été tellement choquée par la mauvaise réputation. Jessica y travaille aussi. Êtes-vous sûr que c'est correct? Selon les habitants, la réputation de papa et Jessica est la pire. J'ai été choquée d'entendre les habitants, comme un père comme une fille, faire référence à papa et Jessica. À cette époque, j'ai aussi entendu dire que papa et Jessica causaient des scandales, et je me sentais un peu responsable de cela. C'est pourquoi je suis ravie de faire de l'hôtellerie un succès et de plaire aux habitants. En revanche, papa et Jessica avaient l'air pâles. Comme j'avais tout dit à mon fiancé Alexander, il a simplement ouvert la porte passager sans aucune interruption inutile. J'ai rencontré Alexander juste après avoir quitté la maison. Sous la politique du président précédent, Alexander, le prochain président, travaillait sur le terrain, et nous sommes devenus des amis proches. J'ai appris plus tard qu'il était tombé amoureux de moi au premier regard. Contrairement à avant où j'étais constamment refusée, plus je travaillais dur, plus j'étais appréciée. J'ai travaillé dur parce que j'aimais ça. Il semblait aimer cette attitude aussi.
Alexander a pris la présidence après que le précédent soit tombé malade et m'a demandé en mariage il y a environ 6 mois. Ces mots demandant mon soutien ont résonné en moi. Depuis que j'ai accepté la proposition, j'ai appris diverses choses. En me concentrant sur les études commerciales, j'ai réalisé que je ne déteste pas étudier, mais que j'aime plutôt acquérir diverses connaissances. Ce que je détestais, c'était étudier uniquement pour devenir médecin. Quand je trouve quelque chose d'amusant, j'ai tendance à m'y intéresser, et plus j'acquiers de connaissances, plus j'ai envie d'en faire. Alors que j'étais sur le point de monter dans la voiture, papa a crié « Eh, Émilie, qu'est-ce qui se passe ?» Mais j'ai souri et j'ai dit « Je ne suis plus une fille de cette maison. Au revoir. » Laissant ma famille confuse derrière moi, la voiture est partie tranquillement. Plus tard, le nouvel hôtel a ouvert avec succès et j'ai été occupée à travailler sur place dès le premier jour où il était complet. Puis mes parents et Jessica sont arrivés. Papa, qui m'a repéré, m'a appelé, nous sommes venus voir quel genre de travail tu fais et pour rester. Préparer la pièce, rapidement. Je voulais lui demander quel culot il avait, mais j'étais trop occupée à gérer le site. Voyant cela, Alexander s'est précipité pour renvoyer ma famille, mais ils ont obstinément provoqué une agitation dans le hall. Comme je n'allais nulle part, j'ai demandé à l'agent de sécurité d'intervenir. Puis une femme nommée Olivia qui est entrée dans le hall par la suite s'est exclamée « Oh, c'est vous, l'enseignante !» J'ai entendu plus tard qu'elle était infirmière à l'hôpital de papa et qu'elle n'avait pas une haute opinion de papa et Jessica en raison de leur attitude arrogante. En voyant papa escorté par l'agent de sécurité, elle a apparemment trouvé cela amusant et l'a partagé comme une histoire amusante au travail. Il s'avère qu'Olivia est une voisine et une amie du personnel de la réception, et l'un de m'en a parlé. Naturellement, les rumeurs se sont répandues dans tout l'hôpital, causant un peu d'embarras à papa et Jessica. Quant à maman, elle travaillait dans le même hôpital mais a depuis pris sa retraite. Cependant, sa retraite n'était que de nom, car la vérité était qu'elle avait été forcée de démissionner en raison d'un scandale. J'ai accidentellement entendu Olivia glisser cette information. J'avais un autre travail à faire et j'étais dans un autre hôtel quand mes parents et Jessica sont revenus à l'hôtel. Frustrés par leur audace, je n'ai pas hésité à appeler la police, et ils ont été emmenés pour obstruction aux affaires. En raison du comportement passé de papa et Jessica, la rumeur s'est rapidement répandue à l'hôpital. L'hôpital, déjà en difficulté financière, a apparemment été contraint de fermer. En passant devant la maison de ma famille un peu plus tard, j'ai vu qu'elle était vacante. Ils ont dû le vendre par désespoir financier. J'ai également entendu des rumeurs selon lesquelles les tentatives de jumelage de Jessica avaient échoué, alors peut-être que divers ragots locaux les ont forcés à partir. J'ai changé mon numéro de téléphone portable pour qu'ils ne puissent pas me contacter, et bien sûr, je n'ai pas l'intention de les contacter non plus. Avec l'ouverture du nouvel hôtel réglé, j'attends avec impatience mon mariage le mois prochain. Avec le merveilleux Alexander à mes côtés, mon travail et ma vie personnelle sont plus brillants que jamais. Elle ne le savait pas jetant un coup d'œil à mon mari, John, il me fait taire d'un regard et sourit sereinement à Sarah. Nous sommes désolés de vous avoir fait attendre. Nous partirons d'ici demain. Avec l'arrivée des déménageurs, il serait préférable que vous restiez tous les deux dans vos chambres. Nous laissions derrière nous les meubles et les appareils électroménagers que nous partagions avec Sarah et David, et à part nos affaires de la chambre et de l'armoire, nous n'avions plus grand-chose à emporter. Nous prendrons probablement moins d'une demi-heure pour déménager. Le lendemain, nos adieux ont été étonnamment secs. Eh bien, c'est parti. Prends soin de toi. Pas d'excuses, pas de mots de gratitude, et ils ne nous ont pas vus partir non plus. Sarah et David nous ont simplement jeté un coup d'œil dans le salon. Comme ils étaient si indifférents, nous n'avions pas besoin de faire des histoires pour partir, mais alors que nous montions dans le taxi en silence, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour notre chat que nous laissions avec eux. Sarah pouvait-elle s'occuper correctement d'elle? L'élèverait-elle avec affection? J'ai composé un numéro sur mon téléphone alors que notre maison disparaissait à travers la fenêtre du taxi. Avec le recul, c'est peut-être mon 6e sens qui a coché à ce moment-là. Je m'appelle Patricia, j'ai 64 ans. Je suis mariée à John, qui a 1 an de plus que moi, depuis 35 ans. Nous n'avons jamais eu de combat majeur, et je dirais que nous sommes assez proches. John travaillait pour une entreprise étrangère et était souvent occupé, mais il passait toujours son temps libre avec la famille. Avec sa récente retraite, j'étais ravie de passer plus de temps avec lui.
Mais il semble que j'étais le seul à être heureux de sa retraite. La femme de notre fils aîné était bouleversée à ce sujet, et c'était évident. David et Sarah vivaient avec nous dans notre maison depuis 1 an maintenant, depuis leur mariage. Sarah, la femme de David, est en fait celle qui a suggéré que nous vivions ensemble. Nous avons une station de métro à proximité, et avec un transport en commun bien développé dans notre région, il est assez facile de se rendre au travail et de faire du shopping. C'est pourquoi Sarah a adoré notre endroit. Mon mari John et moi avions d'abord été réticents, considérant qu'ils étaient jeunes mariés, mais nous avons fini par céder, ce qui a conduit à notre situation actuelle. Même dans nos rêves les plus fous, nous n'aurions pas pensé que les choses se passeraient ainsi. À quoi diable pensez-vous ? C'était un jour, environ 2 mois après que John ait pris sa retraite de son entreprise. Juste au moment où je revenais des courses, j'ai entendu la voix tonitruante de John et je me suis figée. Dans le salon, John grondait notre fils aîné, David, qui était assis sur le canapé. Il était inhabituel de trouver John aussi en colère, car il est généralement calme et doux. Que se passe-t-il ? Avec un lourd soupir, John se tourna vers moi. David fouillait dans mon sac et volait de l'argent dans mon portefeuille. Quoi ? Apparemment, il a perdu gros sur un pari tiercé au Kentucky Derby et est à court d'argent. Sur ce, John arracha quelques billets d'$1 et son portefeuille des mains de David. C'était en effet le portefeuille de John. J'en étais sûre parce que je le lui avais offert en cadeau pour notre 20e anniversaire de mariage. Le fait que David tenait le portefeuille et l'argent était une preuve indéniable que ce que John avait dit était vrai. David, n'as-tu pas arrêté de parier sur les chevaux ? Vous avez perdu gros avant et vous avez juré que vous ne le feriez plus jamais, alors pourquoi ? Qu'il m'ait entendu ou non, David a continué à regarder la télévision sans répondre. Depuis qu'il est enfant, il nous ignorait souvent lorsque nous lui faisions la leçon ou parlions de quelque chose qui ne l'intéressait pas. Il y a des moments où il ne se souvient pas des choses que je lui ai dites verbalement. Cette fois-ci, ce n'était pas différent, et il semblait que mes supplications n'avaient eu aucun effet. Cependant, même sans réponse de David, j'avais une intuition sur la raison pour laquelle il avait recommencé à parier sur les courses de chevaux. Oh, ce doit être Sarah. David ne s'est jamais soucié des courses de chevaux pour commencer. Il ne s'abaisserait jamais au point de prendre de l'argent dans le portefeuille de quelqu'un d'autre, il n'avait jamais commis de crime comme le vol à l'étalage. Si je demandais ce qui a causé un changement aussi radical chez David, qui était un employé de bureau travailleur, je répondrais sans aucun doute. C'était la rencontre avec Sarah. Sarah est une femme brillante et active. Quand on nous l'a présentée pour la première fois, j'espérais qu'elle aiderait à faire sortir David, qui était introverti, de sa coquille. Mais à l'époque, je ne connaissais pas son passe-temps, qu'elle était une grande fan de courses de chevaux et que son sens de la dépense était complètement décalé. Tu as entendu ta mère parler, alors pourquoi ne dis-tu pas au moins quelque chose ? A dit mon mari frustré en éteignant la télévision. À cela, David ouvrit finalement la bouche. La ferme. Je t'ai remboursé, alors arrête de me harceler. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a tant énervé à propos de quelques billets de $100 ? Quoi ? J'ai été surpris de voir à quel point votre portefeuille était léger. Tu as vraiment dégringolé, n'est-ce pas, papa ? Eh bien, je suis à la retraite, alors à quoi vous attendiez-vous ? Comme c'est nul. Sur ce, David quitta le salon. J'ai presque essayé de l'arrêter, mais mon mari m'a retenu. Je suis aussi en faute pour avoir négligemment laissé mon portefeuille partout. De plus, le gronder à plusieurs reprises ne va pas aider, mais son attitude est bien trop inacceptable. C'est trop. John n'a jamais été le genre de personne à afficher son rôle de principal soutien de famille, mais c'est un fait évident que c'est grâce à lui que nous sommes en mesure de maintenir notre style de vie, et il subvient également aux besoins de David et de sa femme. Ils sont également en mesure d'économiser sur le loyer et les frais de subsistance, car ils trouvent toujours une excuse pour ne pas contribuer aux dépenses du ménage. C'est donc mon mari qui couvre la majorité de nos dépenses. Et pourtant, au lieu de respecter Jean, David le dénigrait. Les commentaires de David étaient inacceptables, mais j'étais également furieux contre sa femme pour l'avoir initié au jeu. Quelques jours plus tard, me sentant toujours mal à l'aise, j'ai décidé de demander directement à la femme de David. Il semble que David ait du mal avec l'argent ces derniers temps. Savez-vous quelque chose à ce sujet ? Oh, il a apparemment pris un gros coup au Kentucky Derby. Vous le saviez ? Ouais,
Après tout, c'est moi qui ai suggéré que nous y allions ensemble. Comme je le pensais. Effectivement, David avait été ramené aux courses de chevaux par Sarah. Pourquoi feriez-vous une telle chose? David essayait d'arrêter les courses de chevaux. Vraiment? Je n'en avais aucune idée. S'il vous plaît, Sarah, je vous supplie de ne plus inviter David aux courses de chevaux. Si cela continue, n'aurez-vous pas des ennuis aussi? Eh bien, nous avons chacun nos propres revenus et nous faisons juste ce que nous aimons, donc je n'ai aucun problème avec ça. J'ai été décontenancée par sa réponse. Certes, David et Sarah, en tant que couple, gagnaient leur propre argent. Et ils pouvaient le dépenser pour n'importe quoi, tant qu'ils avaient de la nourriture, un loyer et des vêtements couverts. Mais vous êtes tous les deux un couple marié, n'est-ce pas? Vous pourriez même avoir des enfants à l'avenir, pour leur bien aussi. Nous avons décidé de ne pas avoir d'enfants. Nous ne voulons pas abandonner les choses que nous aimons juste pour être attachés à élever un enfant. J'ai été choquée à nouveau par sa réponse. Il y avait trop d'informations à traiter en même temps, mais d'une certaine manière, c'était logique. Avoir des enfants vous obligerait à avoir plus d'économies, de dizaines de milliers de dollars. C'est probablement pourquoi ils peuvent être si négligents avec l'argent. Mais même sans enfants, un couple marié reste un couple marié. Mais en tant que couple, vous devez vous soutenir mutuellement en cas de problème, n'est-ce pas? David est en difficulté en ce moment. Eh bien, pourquoi ne pas l'aider, Patricia, et le reste de la famille? Vous êtes ses parents et vous êtes riches, n'est-ce pas? Oh, vivez-vous de votre pension maintenant? Mais vous aviez votre fonds de retraite, n'est-ce pas? Mon mari travaillait pour une entreprise étrangère, nous n'avons donc pas de fonds de retraite. Vraiment? C'est une déception. Je pensais que vous aviez une belle allocation de retraite. Nous ne le faisons pas. J'ai donc besoin que vous et David en tant que couple soyez plus responsables financièrement. Pour être honnête, les frais de subsistance sont déjà un fardeau et nous ne pouvons plus nous permettre de vous couvrir. N'est-ce pas la faute de David d'avoir perdu? Je ne peux pas en assumer la responsabilité. Mais de toute façon, nous ne pouvons pas pour le moment. Je n'ai pas pu obtenir une promesse de soutien à David et je me suis retrouvée expulsée de la chambre de David et Sarah. Une semaine a passé et les problèmes financiers de David sont restés non résolus. Était-il si désespéré qu'il a dû voler de l'argent dans le portefeuille de ses parents? Ne devrions-nous pas l'aider avant qu'il ne recoure à des activités illégales? J'en ai discuté encore et encore avec mon mari John, mais en fin de compte, c'était le résultat de notre gâterie dans le passé. John m'a convaincu que nous devions être fermes cette fois-ci pour son avenir. J'ai dû être d'accord. Nous lui fournissions le petit déjeuner et le dîner, et il avait un laissez-passer pour se rendre au travail. Le but était simplement de le faire tenir jusqu'à son prochain chèque de paie. Mais ensuite, la situation a pris une tournure inattendue. C'est arrivé un soir de week-end alors que nous finissions notre dîner et que nous nous détendions dans le salon comme d'habitude. Ding dong. Notre sonnette a sonné, mais nous n'attendions pas de visiteurs. Je me suis donc approchée de la porte d'entrée pour voir qui nous rendait visite si tard dans la nuit. J'ai ouvert la porte, me demandant si j'avais un colis prévu pour la livraison, mais j'ai été décontenancée. Debout là, il y avait Sarah. Apparemment, elle ne pouvait pas ouvrir la porte car ses mains étaient pleines d'une boîte en carton. Que se passe-t-il? À quoi sert cette boîte? Alors que je lui prenais précipitamment la boîte, un bruissement résonna de l'intérieur, me faisant pousser un cri. En un instant, la boîte s'est ouverte et je me suis retrouvée face à face avec l'animal à l'intérieur. C'était un chat. N'est-ce pas mignon? Je l'ai trouvé abandonné sur le chemin du retour, a déclaré Sarah avec un sourire fier. J'ai été momentanément abasourdie, mais je me suis rapidement souvenue de la gravité de la situation et j'ai crié vers le salon. John, va dans notre chambre et ferme la porte immédiatement. J'ai ensuite fermé la boîte et l'ai repoussée vers Sarah. Sarah, je suis désolée, mais nous ne pouvons pas garder un chat dans notre maison. Hein? Pourquoi? J'ai expliqué à Sarah que mon mari John avait une grave allergie au chat. En plus de développer une inflammation au contact de la salive du chat, il souffre également de symptômes semblables à ceux de l'asthme lorsqu'il inhale des poils ou des squames de chat. Il y a même eu une fois dans le passé où il a été transporté d'urgence à l'hôpital parce que David était revenu de la maison d'un ami qui avait des chats, avec ses vêtements couverts de fourrure.
Je pensais en avoir déjà parlé à Sarah quand nous avons commencé à vivre ensemble, mais elle semblait avoir oublié. Alors, qu'est-ce que tu dis? Voulez-vous que je le ramène là où je l'ai trouvé? Par ce temps froid, il va mourir. J'étais à court de mots à la déclaration de Sarah. Je n'aime pas les chats. Je ne pouvais pas lui dire de le remettre dans le froid glacial dehors. Cependant, je ne peux pas non plus exposer mon mari au danger. D'accord, vous pouvez le garder dans votre chambre pour ce soir, mais juste pour ce soir. Demain, nous contacterons un refuge pour animaux et leur demanderons de l'accueillir. Je pensais qu'à tout le moins, un refuge pour animaux fournirait un refuge temporaire aux chats. Sarah a hoché la tête à contre-séure en accord avec ma suggestion. J'en ai parlé à mon mari et à mon fils, et ils ont accepté de laisser le chat rester dans la chambre de John et Sarah pour la nuit. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien que prévu. Le lendemain matin, John et Sarah ont changé d'avis et ont décidé de garder le chat. Sarah, ce n'est pas ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Mais je veux vraiment le garder. C'est tellement mignon. Pourquoi ne puis-je pas le garder? Parce que votre père est allergique au chat. Il ira bien. Tant qu'il n'y touche pas, n'est-ce pas? Nous en prendrons bien soin. S'il vous plaît? Vous ne serez pas à la maison pendant le travail, n'est-ce pas? Qui s'en occupera alors? Tu ne peux pas le faire? Je ne peux pas, c'est pourquoi je vous dis que nous ne pouvons pas le garder. Comme c'est terrible. Je ne savais pas que même toi tu pouvais être aussi inconsidéré. Incapable même de sauver un petit chaton mignon. Les refuges pour animaux, ils finissent par les euthanasier, vous savez? Le remettre à un tel endroit simplement parce que c'est gênant pour vous. Fermez les yeux sur le sacrifice. Savez-vous comment ils appellent les gens comme vous? Un baby-boomer. Quoi? Vous n'êtes qu'une nuisance. Si vous ne pouvez pas vivre avec ce chaton, veuillez quitter cette maison immédiatement. J'étais sur le point de lui répondre, mais David est intervenu. C'est une bonne opportunité. Pourquoi n'emménagez-vous pas dans une maison de retraite? Cela pourrait être confortable. Vous êtes à cet âge et nous ne prenons pas soin de vous les gars. Vous ne rapportez même plus de revenus. J'en ai assez, les gars. Bien. Soudain, mon mari, qui avait écouté silencieusement notre dispute, m'a interrompu. Depuis l'incident d'hier soir, il porte des gants et un masque et garde ses distances avec David et sa femme. Je me sentais désolée de l'avoir mis mal à l'aise dans sa propre maison. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas garder le chat est de ma faute. Je vais suivre votre conseil et partir. John. Comme David l'a dit, cela pourrait être une bonne occasion d'envisager d'emménager dans une maison de retraite. En disant cela, John m'a regardé. Comprenant ses intentions, je suis resté silencieux. David et sa femme ont probablement pris cela comme un abandon de notre maison. Ils sont soudainement devenus plus arrogants. Nous prendrons bien soin de cette maison, alors ne vous inquiétez pas. Mais gardez la propriété à votre nom. La paperasse et les paiements sont pénibles. Emménager dans une maison de retraite peut coûter assez cher, vous savez. S'il vous plaît, débrouillez-vous. Ne comptez pas sur nous. Nous n'aidons pas. Ils semblent soulagés, voire joyeux de notre obéissance. Cela doit être leur vraie nature. Peut-être ont-ils ramassé ce chaton exprès, en espérant que cela se produise. J'ai réalisé que nous avions été manipulés par Sarah. Pour la semaine suivante, j'ai commencé à faire mes valises en veillant sur John. David et sa femme, qui avaient perdu toute réserve, continuaient à nous lancer des insultes voilées. Mais ils ont probablement réalisé que si John s'effondrait, notre déménagement ne serait que retardé. Ils ne laissèrent donc pas le chat sortir de leur chambre. C'est la seule promesse qu'ils ont tenue. Avez-vous déjà fini de faire vos valises? S'il vous plaît, faites vite. Nous prévoyons de rénover vos pièces une fois que vous aurez déménagé. Sarah a dit avec impatience, ne proposant même pas de nous aider à faire nos bagages. Il semblait qu'ils avaient hâte de s'approprier cette maison. Ils ne savent vraiment rien, n'est-ce pas? J'ai jeté un coup d'œil à mon mari, mais il m'a calmé silencieusement et a fait un doux sourire à Sarah. Nous sommes désolés de vous avoir fait attendre tous les deux. Nous partirons d'ici demain. Avec l'arrivée des déménageurs, il serait préférable que vous restiez tous les deux dans vos chambres. Nous laissions derrière nous les meubles et les appareils électroménagers que nous partagions avec Sarah et David.
Et à part nos affaires de la chambre et de l'armoire, nous n'avions plus grand-chose à emporter. Je parie qu'il ne faudra même pas 30 minutes pour tout déménager. Et le lendemain, nos adieux ont été étonnamment secs. Eh bien, c'est parti. Prends soin de toi. Pas d'excuses. Pas de mots de gratitude. Et ils ne nous ont pas vus partir non plus. Sarah et David nous ont simplement jeté un coup d'œil dans le salon. Comme ils étaient si indifférents, nous n'avions pas besoin de faire des histoires pour partir. Mais alors que nous montions dans le taxi en silence, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour notre chat que nous laissions avec eux. Sarah pouvait-elle s'occuper correctement d'elle? L'élèverait-elle avec affection? J'ai composé le numéro sur mon téléphone alors que notre maison disparaissait à travers la fenêtre du taxi. Avec le recul, c'est peut-être mon 6e sens qui a coché à ce moment-là. J'ai eu quelques inquiétudes au sujet de notre vie après avoir déménagé, mais les choses sont devenues beaucoup plus faciles pour moi. Après tout, nous avions 2 personnes de moins à craindre. Tous des repas au choix, je n'ai eu qu'à faire la moitié des efforts que je faisais auparavant. Pas besoin de considération ou de soucis. J'avais l'impression d'avoir retrouvé la liberté que j'avais avant le mariage de David. Environ une semaine après le début de cette nouvelle routine quotidienne, j'ai reçu un appel de Sarah un soir. Après avoir obtenu l'approbation de mon mari, j'ai répondu à l'appel. Soudain, une voix frénétique résonna de l'autre bout du fil, « Sarah. Patricia, que se passe-t-il? L'électricité et le gaz ont été coupés. Il semblait qu'elle venait de rentrer à la maison. » Elle était tellement troublée que l'appel était accidentellement passé en vidéo. Mais tout ce que l'on pouvait voir à l'écran était la lumière d'une lampe de poche se déplaçant dans une pièce noire. Je ne pouvais pas voir son visage. C'est parce que nous avons annulé le contrat pour nos factures de service public. Bien sûr qu'il serait parti. Quoi? Que veux-tu dire? Pourquoi les avez-vous annulés? Essayez-vous de nous attirer des ennuis? Faites-vous cela parce que nous vous avons mis à la porte? Sarah se calma. David est-il là? Sarah, quelque peu apaisée par la voix calme de mon mari, a répondu. Il vient de rentrer à la maison. David semblait avoir une légère crise de panique à la vue de leur maison noire. Nous avons attendu qu'il se calme avant que mon mari leur explique la vérité. Nous avons en fait vendu la maison. Le nouveau propriétaire a été choisi et la date de livraison approche à grands pas. C'est pourquoi nous avons annulé notre contrat de service public. Vendu? On ne nous en a pas parlé. Étiez-vous en train de suivre le processus sans nous le dire? Nous vivons ici. Je n'ai pas pu m'empêcher d'interrompre Sarah, en entendant sa revendication légitime. J'ai parlé à David du contrat et de la date de transfert, même de l'avancement. Cependant, à en juger par la réaction de Sarah, il était clair que David ne lui avait pas transmis le message. Au contraire, il se peut même qu'il ne se souvienne même pas de ce qu'on lui a dit, étant donné son habitude de ne pas écouter. Au cours des derniers mois, la maison avait été plongée dans le chaos en raison de réunions avec des agents immobiliers et des acheteurs potentiels. David et Sarah, qui étaient à peine à la maison pendant la journée, devaient être inconscients de tout cela. Il y avait beaucoup d'occasions pour eux de remarquer ce qui se passait, mais ils les ont toutes manquées. Ils ne se sont tout simplement jamais souciés de ce qui se passait dans la maison, et c'est de leur faute. J'ai donc supposé que vous déménageriez peu de temps après nous. Vous n'avez pas encore déménagé? J'ai décidé de demander en feignant l'ignorance. Immédiatement, une querelle a éclaté à l'autre bout du fil. Des accusations ont été lancées. C'est ta faute. Je savais pas. Nous avons été trompés. Et ainsi de suite. L'image de David et Sarah se disputant dans le noir était à la fois surréaliste et amusante. Cependant, une fois leur dispute terminée, David et Sarah ont retourné leur frustration contre nous. Malgré tout, n'est-il pas autoritaire de procéder sans notre consentement? Je ne me souviens pas d'avoir accepté cela. Eh bien, j'ai eu une réponse. Quand je vous ai demandé si vous pouviez vendre la maison, vous avez dit oui, bien sûr. Techniquement, tout ce que j'ai reçu était une réponse distraite de David, qui regardait la télévision à ce moment-là. Pourtant, il a accepté. C'est de sa faute de ne pas avoir écouté et d'avoir donné des réponses négligentes. Quand je lui ai dit, David est resté momentanément sans voix. Mais ensuite, il a semblé changer d'avis et a crié fort. Ah, assez.
J'ai compris. Alors, que sommes-nous censés faire? Que voulez-vous dire? Qu'êtes-vous censé faire? Où sommes-nous censés vivre? Où allons-nous maintenant? Vous nous avez préparé une place, n'est-ce pas? Au cri de David, mon mari a demandé d'une voix perplexe, pourquoi? Notre fils a été surpris par cette réponse. Vous nous avez mis à la porte. Pourquoi devons-nous vous trouver un nouvel endroit? Mais nous ne t'avons vraiment pas mis à la porte. Vous aviez l'intention de partir de toute façon, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas de notre faute. Pas du tout. De plus, c'était votre décision de vendre la maison. Il est de votre responsabilité de nous trouver un logement, car nous sommes concernés par cela. Oui, c'est vrai. Pour une location, vous payez un certain montant pour le départ. Alors vous devez nous payer de l'argent aussi. Je sais que vous avez beaucoup gagné en vendant la maison. Location, hein? Avant de vous payer des frais de départ, vous devez nous payer le loyer pour la période pendant laquelle vous viviez dans cette maison, n'est-ce pas? De plus, nous avons également couvert tous vos frais de subsistance. Faisons en sorte que vous payiez tout cela à l'avance. En incluant le loyer et les frais de subsistance, ce sera environ 7 000 $ pour un an. Vous pouvez le payer tout de suite, n'est-ce pas? David et sa femme restèrent silencieux, avec un gémissement. Compte tenu de la situation financière de David, nous sommes bien conscients qu'ils sont à court d'argent. Réalisant que nous avions le dessus, David a commencé à s'excuser pour nous apaiser. C'est vrai, nous devrions être les premiers à payer. Mais nous n'avons pas l'argent en ce moment, donc nous ne pouvons pas. Alors pour nous assurer que nous pouvons vous rembourser correctement, pourquoi ne vivons-nous pas à nouveau ensemble? Oui, c'est vrai. Veuillez nous dire où vous déménagez. Nous allons emménager avec vous tout de suite. Ils ne se sont jamais souciés de l'endroit où nous allions déménager quand nous sommes partis. Je me suis moquée d'eux au fond de moi et j'ai refusé. Non, nous ne pouvons pas vivre avec un chat. N'était-ce pas la raison pour laquelle vous nous avez mis à la porte? Nous allons nous débarrasser du chat tout de suite, alors. J'ai eu profondément pitié du chat à cause de ses paroles excessivement égoïstes. Comme prévu pour David et sa femme, le chat n'était rien de plus qu'un outil pour nous expulser de la maison. Tant que cela vous profite, vous êtes prêt à faire passer les besoins des autres avant vos désirs. Cela ne fait-il pas de vous un baby-boomer? Quand ils ont eu leurs propres mots renvoyés contre eux, Sarah s'est mise à pleurer. Mais nous n'avons aucune obligation d'être influencés par leurs larmes. De plus, l'endroit où nous avons emménagé est un appartement pour personnes âgées, donc les jeunes comme vous ne peuvent pas y vivre. C'est vous qui l'avez suggéré, vous vous souvenez? Dire que nous devrions aller dans une maison de retraite? Comme vous l'avez dit, c'est très confortable. Ne vous inquiétez pas, mon mari et moi vivrons heureux ici. Après avoir parlé d'eux, j'ai raccroché. Tout ce que je pouvais entendre au téléphone, c'était David et Sarah qui pleuraient. En fin de compte, nous n'avons jamais entendu d'excuses de leur part. Peu de temps après, le jeune couple a quitté la maison. Apparemment, ils n'avaient pas d'économie, et ils ont tous deux déclaré faillite et vivent maintenant dans des logements sociaux. Lorsque nous sommes retournés à la maison une fois pour le nettoyage avant de la remettre, nous avons pu entendre parler de David et Sarah par la femme de notre sympathique voisin. Selon elle, ils ont eu beaucoup de mal à faire leurs valises dans une maison sans électricité. Et comme prévu, ils ont laissé le chat derrière eux lorsqu'ils ont déménagé. Heureusement, j'avais demandé à la femme du voisin de s'occuper du chat à l'avance, et elle a accepté. Je lui ai proposé de l'aider à trouver un nouveau propriétaire pour le chat, mais elle s'est attachée et a décidé de le garder. Ce qui était surprenant, c'est que David et sa femme n'ont pas divorcé. Ces deux-là étaient probablement faits l'un pour l'autre. Ils lorgnent peut-être sur l'héritage de mon mari, mais nous avons choisi un bel appartement, donc au moment de notre décès, il ne restera presque plus rien. Enfin, nous avons pu commencer à vivre notre vie de couple sans aucune interruption. La résidence pour personnes âgées où nous avons emménagé a d'excellents services avec une salle de sport, un karaoké et une piscine. On nous sert même des repas fraîchement préparés 3 fois par jour. Et surtout, il y a beaucoup de couples de notre âge dans l'immeuble. Nous nous sommes fait beaucoup de nouveaux amis ici et nous prévoyons de profiter de nos années de retraite ensemble. Je l'ai dit et répété, je dois aller à l'hôpital, mais cette femme en face de moi me rejette. C'est juste dans votre tête. Honteux de vouloir un hôpital pour une si petite chose. Tout près, ma petite fille d'1 mois pleure.
Je suis désolée, ma chérie. Vous devez être affamée. Maman n'arrive tout simplement pas à rassembler la force en ce moment. Alors que mon monde devient brumeux, j'entends une voix. Je m'appelle Orla. Je suis une mère au foyer de 28 ans. Originaire de la campagne texane, j'ai été attirée par les lumières de la ville et je me suis retrouvée à Boston pour l'université. Au début, certaines personnes me taquinaient pour ma traînée du Sud, mais d'autres l'ont trouvé attachant. J'ai eu la chance de me faire beaucoup d'amis ici. Maintenant, mon accent du Sud a presque disparu, et les gens sont souvent surpris de découvrir d'où je viens. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai obtenu un emploi dans une entreprise locale à Boston en tant que réceptionniste. C'est là que je suis tombée sur Robert, qui travaillait pour un client. Il est finalement devenu mon mari. Le travail de Robert dans une entreprise internationale l'amène souvent à l'étranger. Nous ne nous sommes pas beaucoup vus, mais après 3 ans de relation, il a fait sa demande à Noël. Notre mariage a été une occasion joyeuse avec les amis de l'université, les collègues et la famille. Tout le monde était là pour célébrer notre amour. Les larmes coulant, ma mère m'a serré contre moi. « Tu mérites tout le bonheur, dit-elle. » La vie semblait parfaite, jusqu'à ce que j'emménage avec cette diablesse. Robert a grandi en tant qu'enfant unique, vivant avec ses parents. Ils étaient vraiment chaleureux et accueillants lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, ce qui m'a fait croire qu'ils avaient vraiment bon cœur. L'écart d'âge entre les parents de Robert est de plus d'une décennie. Sa mère l'a eu quand elle n'était qu'une adolescente. Elle approche de la cinquantaine maintenant, mais a l'air si jeune. C'est tellement agréable d'avoir Orla avec nous, n'est-ce pas, chérie? Elle intervenait souvent. Absolument. Si jamais vous rencontrez des problèmes, faites-le nous savoir. Il rassurait. Je suis tellement content qu'ils comprennent. J'ai entendu parler de ces histoires classiques de belle-mère contre beau-père, mais avec cette belle-mère, je pense que tout ira bien. Je me sentais à l'aise. La première fois que quelque chose n'allait pas, c'était juste après notre mariage. Pendant une pause de travail, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. En le ramassant, j'ai entendu « Alors, quand Orla déménage-t-elle ? Veuillez m'excuser ? Je veux dire, ne restez-vous pas tous les deux dans la chambre dans laquelle vous viviez à l'origine ? C'est assez exigu. Comme un chenil de chien, n'est-ce pas ? Je pensais juste que vous alliez peut-être déménager ici. » Sa voix était joyeuse, comme toujours, mais j'ai vraiment senti de la malice dans ses mots. Robert avait emménagé chez moi après notre mariage parce que nos lieux de travail étaient à proximité et que j'étais attachée à cet espace. Est-ce qu'elle vient d'appeler ma maison un chenil pour chien ? J'en discuterai avec Robert, ai-je dit avant de raccrocher. Ce soir-là, j'ai parlé de l'appel à Robert. Il a ressenti la même chose que moi et a immédiatement appelé ma belle-mère. Maman. J'ai parlé à Orla et nous n'avons pas l'intention de vivre avec toi. Oui. Au revoir. Qu'a dit la belle-mère ? Elle avait l'air un peu déçue, mais elle a compris. Bonne. J'ai soupiré de soulagement. Tard dans la nuit, j'ai reçu un seul message de ma belle-mère disant « C'est dommage ». Je me suis excusée le lendemain matin, mais il n'y a pas eu de réponse. Le temps a passé et j'ai découvert que j'étais enceinte. Nos deux familles étaient ravies, mais il semblait que j'avais de graves nausées matinales et que je passais la majeure partie de ma journée aux toilettes. J'ai manqué de congés payés et j'ai dû quitter mon emploi en me sentant coupable. Au bout d'un moment, bien que je ressentais encore quelques nausées, je pouvais gérer certaines tâches ménagères. J'attendais toujours avec impatience les examens prénataux, en regardant notre petit grandir. Chaque fois que Robert pouvait prendre un jour de congé, il m'accompagnait. S'il ne pouvait pas, ma belle-mère qui vivait dans la même ville me conduisait. C'est excitant. Je me demande si nous pourrons bientôt découvrir le sexe du bébé, a fait remarquer une belle-mère optimiste. En fait, le médecin a mentionné que nous pourrions le savoir aujourd'hui, mais tant que le bébé est en bonne santé, j'ai essayé de répondre quand elle est intervenue, c'est définitivement un garçon. Nous avons besoin d'un héritier. Je ne pouvais répondre que par un rire nerveux. Lors d'un examen ultérieur, nous avons appris que notre bébé était une fille. J'ai hésité mais j'ai informé ma belle-mère. Elle s'est arrêtée un instant mais a dit « Peu importe le sexe, c'est toujours mon petit enfant », soulageant mon anxiété. Quand je l'ai dit à Robert, il était fou de joie. Il a envoyé des tonnes de photos de vêtements et de jouets mignons, même pendant les heures de travail.
J'ai hâte de vous rencontrer. S'il vous plaît, naissez-vous en bonne santé, j'espérais chaque jour. Au fur et à mesure que la grossesse progressait dans les derniers stades, les mouvements du bébé devenaient plus prononcés. Commençant mes matinées par un bonjour et terminant mes nuits par une bonne nuit, je discutais constamment avec mon bébé. Sentir ses petits coups de pied était absolument réconfortant. Un jour, au milieu de cette routine, je me suis demandé, quand est-ce que j'ai senti le bébé bouger pour la dernière fois aujourd'hui ? Même si je venais d'entrer dans la dernière ligne droite de ma grossesse, notre bébé était un peu plus petit que la moyenne. Le médecin avait mentionné qu'il serait préférable que le bébé arrive à la date prévue de l'accouchement. De plus en plus anxieuse, j'ai rapidement appelé notre maternité locale et je me suis précipitée en taxi. J'ai également informé mon mari qui m'a assuré qu'il serait là dès que possible. À mon arrivée à la clinique, ils m'ont immédiatement branché à un moniteur et ont remarqué que le rythme cardiaque de notre bébé était faible. Essayant de me calmer, une infirmière a gentiment dit « C'est bon. Votre bébé semble juste impatient de vous rencontrer. » C'est tout. Après une courte consultation entre les médecins, il a été décidé qu'une césarienne d'urgence était nécessaire. À ce moment-là, mon mari était déjà arrivé, avait été informé et remplissait les documents nécessaires. 1 heure plus tard, j'ai donné naissance à une petite fille de 2,5 livres. Le sommeil de cette nuit m'a échappé à cause de la douleur. Bien sûr que ça faisait mal. Il m'avait coupé le ventre. Pour éviter les caillots sanguins, je devais changer mon corps toutes les quelques heures, mais chaque mouvement apportait une douleur aiguë. J'ai reçu des messages de mon mari, des mots de gratitude accompagnés de photos de notre bébé. Il semblait qu'il avait informé nos parents qui étaient ravis de la nouvelle. Alors Orla, il y a quelque chose dont je dois discuter avec vous. Entendre les mots de mon mari qui ont suivi a fait battre mon cœur d'anxiété. 1 semaine plus tard, le jour de ma sortie, mon mari a réglé la facture pendant que j'attendais dans le salon. Orla, impatiente de partir d'aujourd'hui, salua ma belle-mère. Nous avons appelé notre fille Lily, née dans une saison de belles fleurs. D'où Lily. Certains pourraient dire que c'est un choix simple, mais mon mari et moi avons adoré. Après l'accouchement, je ne me sentais pas bien, alors j'avais refusé tous les visiteurs. C'était la première fois que je rencontrais mes beaux-parents après la naissance. Lily, rencontre ton grand-père. Une telle mignonne, roucoula mon beau-père. Puis-je la tenir ? En la soulevant sans effort, il était clair qu'il était déjà amoureux. Eh bien, allez, tenez-la aussi. Merci beaucoup, Orla. Il a fait signe à ma belle-mère, mais elle a refusé sans même le toucher. C'est étrange. N'est-elle pas excitée par sa propre petite fille ? Quelque chose ne va pas chez elle, ai-je pensé. Et il y avait une raison à mes soupçons. Pendant mon séjour à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de conversations avec les infirmières et les sages-femmes. Ils vérifiaient mon état de santé et me demandaient s'il y avait des problèmes postpartum, les choses habituelles. Après avoir fini de parler, l'infirmière a hésité avant de dire « Au fait, la femme avec Orla pendant l'examen était-elle votre vraie mère ? » Non, c'est la mère de mon mari. Je vois. Je ne savais pas si je devais vous le dire, mais... Ce que l'infirmière m'a dit ensuite m'a donné des frissons. Si quelque chose se passe, veuillez me contacter immédiatement. Avec ce conseil, j'ai été libérée. Honnêtement, je ne voulais pas m'impliquer non plus, mais... Au lieu de se diriger vers notre maison, la voiture se dirigeait vers mes beaux-parents. On est là. À partir d'aujourd'hui, ce sera votre maison. Nous pouvons enfin vivre ensemble, dit la belle-mère avec un sourire méchant sur le visage. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cette situation s'est produite. Tout commence par la raison pour laquelle je ne suis pas retournée chez mes parents pour accoucher. Ce n'est pas que je ne voulais pas, je ne pouvais tout simplement pas. Mes parents se sont mariés tard et ont eu du mal à concevoir. Je suis née quand ils avaient 40 ans, leur seul enfant. Pour ajouter à cela, ma grand-mère avec qui nous vivions est âgée et sa démence a progressé. Mes parents sont entièrement occupés à s'occuper d'elle, ils ne sont donc pas en mesure de m'accueillir. Sachant tout cela, je n'avais pas l'intention de rentrer chez moi pour accoucher. Certains de mes amis ont choisi d'élever leurs enfants à leur propre rythme, sans retourner chez leurs parents. J'ai senti que cette approche me convenait mieux. Mon mari a demandé un congé parental, mais en raison du manque de personnel à son travail, cela semblait peu probable. Cependant, après l'accouchement, je ne me sentais pas bien.
Inquiet, mon mari a consulté ses parents et il a été décidé que nous vivrions avec eux pendant un certain temps. J'avais des réserves, mais une fois que nous avons commencé à vivre ensemble, les choses se sont bien passées. Mon mari est rentré tôt à la maison pour aider, et mes beaux-parents m'ont beaucoup soutenu. La belle-mère s'est même occupée de la plupart des tâches ménagères, ce qui m'a permis de me concentrer sur les soins de Lily. J'ai même pensé, peut-être que nous aurions dû emménager plus tôt. Surtout son beau-père, il était un pro pour changer les couches, préparer le lait maternisé et donner des bains. Beau-père, tu es incroyable. Je ne peux pas vous remercier assez. Cependant, chaque fois que je le félicitais, ma belle-mère semblait mécontente. À l'approche du premier mois, j'ai commencé à récupérer, et bien que je me sentais encore fatiguée, j'ai commencé à aider aux tâches ménagères. À cette époque, mon mari a dû partir en voyage d'affaires à l'étranger. Cette fois, il serait absent pendant environ un mois. Si quelque chose arrive, faites-le moi savoir immédiatement. Je reviendrai en avion. Ce n'est pas grave, mon beau-père et les autres sont ici, et sur ce, mon mari est parti pour des pays étrangers. Pendant l'absence de mon mari, je me sentais mal à l'aise, mais mes beaux-parents ont insisté pour que je traite leur maison comme la mienne et que je demande tout ce dont j'avais besoin, et fidèles à leurs paroles, ils m'ont vraiment aidé. Cependant, ma belle-mère aidait aux tâches ménagères, mais elle semblait désintéressée par ma fille, interagissant à peine avec elle. Mais au moins le beau-père est là, donc ça devrait aller, non? Juste au moment où je pensais cela, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je vais y aller maintenant. Il s'avère que la mère du beau-père ne se sentait pas bien. Pour s'occuper d'elle, son beau-père a dû partir pendant environ une semaine. La belle-mère ne s'entend apparemment pas avec les parents de son beau-père et ne les a pas rencontrés depuis longtemps. Même lors d'événements comme le Nouvel An, seul le beau-père et son père y allaient. À ce moment-là, mon mari n'était plus qu'à une semaine de son retour de voyage d'affaires. Je me suis dit, ce n'est qu'une semaine, ça devrait aller. Mais mes souvenirs des jours suivants sont flous. Dès le lendemain, les vraies couleurs de la belle-mère brillaient. Combien de temps allez-vous dormir? Levez-vous maintenant. Réveillée par son cri soudain, j'ai ouvert les yeux pour voir ma belle-mère me dominer avec un regard intimidant. Quoi? Farniente dans la maison de quelqu'un d'autre. Il y a tellement de choses à faire. Je voulais te diriger, mais je ne pouvais pas avec ton mari ici. C'était tellement stressant. Son changement soudain était choquant. C'était comme si elle était une personne complètement différente. Me sentant menacée, j'ai tendu la main vers mon téléphone, mais dans un geste inattendu, ma belle-mère me l'a rapidement pris. C'est pourquoi tu descends, a-t-elle fait remarquer en brisant mon téléphone sur le sol. Qu'est-ce que vous faites? Je l'ai ramassé immédiatement, mais l'écran était brisé et il ne répondait pas. Vous êtes toujours là-dessus, négligeant vos devoirs parentaux. Vous êtes un échec en tant que mère. Bien que la belle-mère ait dit cela, ce n'était pas vrai. Bien sûr, j'utilisais mon téléphone lorsque ma fille dormait, que ce soit en envoyant de jolies photos de notre fille à mon mari lors de son voyage d'affaires ou en cherchant des conseils parentaux sur des choses comme la bonne quantité de lait ou quand les bébés développent généralement le contrôle du cou. Mais face à la belle-mère agressive, tout ce que j'ai pu rassembler, c'est « je suis désolée ». Les jours suivants ont été un cauchemar. Ma belle-mère a cessé de faire des tâches ménagères et m'a travaillé jusqu'à l'os toute la journée. Même en m'occupant de ma fille, je n'avais pas le temps de me reposer. Ma poitrine, ça me fait encore mal. Je ressentais cette douleur depuis un certain temps. Il y avait une bosse quand je l'ai touchée, et c'était chaud. Je ne pouvais pas en discuter avec mon beau-père, et ma belle-mère a balayé mes inquiétudes à plusieurs reprises, en disant « tout est dans ta tête. Vous réfléchissez trop. Belle-mère, j'ai vraiment mal à la poitrine. Pouvez-vous m'emmener à l'hôpital? Vous encore avec ça? Courir à l'hôpital pour quelque chose de mineur? Vous avez perdu la tête? Mais je me sens fiévreux. Puis-je au moins m'allonger? Faire semblant d'être malade? Ayez honte. N'ayant pas le droit de me reposer, je jonglais avec les tâches ménagères et la garde des enfants tout en me sentant étourdie. Lorsque j'ai pris un moment pour vérifier ma température, le thermomètre indiquait 102 degrés Fahrenheit. Je n'avais aucun moyen d'appeler à l'aide. Ma belle-mère surveillait chacun de mes mouvements et je ne pouvais même pas sortir. À ce rythme, je m'effondrerais. Mentalement et physiquement, j'étais à ma limite. Le lendemain matin,
Ma température a grimpé à 106 degrés Fahrenheit. Belle-mère, j'ai une fièvre de 106 degrés Fahrenheit. Pouvez-vous vous occuper de Lily s'il vous plaît? Quoi? Pas question. Je ne veux même pas toucher un enfant comme ça. Qu'est-ce qu'il y a avec cette césarienne de toute façon? Ne pouvez-vous pas avoir un enfant normalement? Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle ne considère vraiment pas ma fille comme sa petite fille. Lève-toi maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire pour une simple fièvre? Arrêtez d'être si nécessiteux. Lily pleurait, peut-être de faim. La belle-mère a continué à me réprimander, ignorant la détresse de ma fille. Puis c'est arrivé. Qu'est-ce que tu fous? C'est scandaleux. J'ai entendu la voix en colère d'un homme. La belle-mère avait l'air paniquée, disant « Quoi? Pourquoi êtes-vous ici ?» En entendant cette voix, que ce soit de soulagement ou d'épuisement, je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital. Orla? Oh, Dieu merci. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Mon mari était là, des larmes coulant sur son visage en me regardant. Dans les bras de mon mari, je pouvais voir Lily dormir profondément. D'après ce qu'on m'a dit, il semblait que j'avais développé une mamite. Ils m'ont administré des antibiotiques et ma fièvre avait diminué. Je me sentais beaucoup mieux. Curieusement, j'ai demandé à mon mari, « Pourquoi es-tu ici? Qu'en est-il de votre voyage d'affaires ?» Il a répondu, « Tu as arrêté de communiquer tout d'un coup, et ma mère n'arrêtait pas de dire que tout allait bien. » Aussi, la maternité m'a contacté. Ils étaient inquiets lorsque vous ne vous présentiez pas à votre examen et ne pouvions pas entrer en contact. Apparemment, lorsque je ne me suis pas présentée à mon examen, la clinique est devenue méfiante. Ils ont tendu la main à mon mari au lieu de moi. Bien que mon mari soit injoignable à l'étranger, il les avait informés de son lieu de travail, alors ils l'ont contacté par l'intermédiaire de son entreprise. Réalisant la gravité de la situation, il a parlé à son superviseur et est retourné d'urgence aux États-Unis. À propos de ma mère, il a dit, elle prétend qu'elle n'était pas saine d'esprit à cause de la chaleur, mais je ne peux pas l'accepter. Aucun problème. Je la verrai. Ainsi, après avoir été libérée, une réunion